Les trains sont censés nous emmener loin, à travers des pays, des montagnes, parfois même des océans. Mais certaines lignes n'ont jamais été conçues pour le confort. Elles ont été tracées dans le sang, le feu et la survie. Des rails qui frôlent des marchés encore en activité, aux tunnels où des milliers d'hommes ont perdu la vie, derrière leur beauté spectaculaire se cachent des histoires que l'on préfère oublier. Alors accrochez-vous, car les images que vous allez découvrir pourraient bien vous surprendre. Le marché ferroviaire de Mae Klong en Thaïlande. Bienvenue au Bangladesh. Ici, le train n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Lors de fêtes comme l'Aïd el-Fitr, la demande explose et les wagons se transforment en villes mouvantes. Pas à l'intérieur, sur le toit. Des milliers de personnes s'agrippent aux fenêtres, aux attelages, aux interstices entre les voitures. Pas de billets, pas de barrières, juste la survie. Pourquoi prennent-ils ce risque? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Rater ce train, c'est rater l'enterrement d'une grand-mère, le mariage d'une fille ou un salaire indispensable. Le réseau ferroviaire du pays s'étend sur près de 3000 km, mais l'infrastructure s'effondre. Chaque année, des passagers sont écrasés, électrocutés ou projetés hors des wagons surchargés. Pourtant, ils montent, ils s'accrochent. En Thaïlande, le marché de Mae Klong Railway Market ressemble à une chorégraphie millimétrée. Au Bangladesh, c'est un affrontement permanent où la gravité, la vitesse et le désespoir se heurtent sur des rails d'acier. Et malgré tout, les trains arrivent. Mais plus vous avancez dans cet univers de métal et de mouvement, plus vous comprenez que chaque pays possède sa propre histoire de survie sur les rails. Des histoires comme celle du marché ferroviaire de Mae Klong en Thaïlande. Un train qui traverse un marché en pleine activité. On croirait une invention. Pourtant, c'est réel. Et c'est l'un des face-à-face les plus surréalistes entre l'humain et la machine. Les rails coupent un marché dense sur environ 500 mètres. On y vend de tout, du calamar séché au smartphone. Puis la sirène retentit. Les parasols se replient d'un coup. Les tables glissent en arrière. Quelques secondes plus tard, le train passe, à quelques centimètres des fruits et des paniers. Les habitants ne bronchent pas. Les touristes retiennent leur souffle. Un faux pas? Ce serait dramatique. Pourtant, cela n'arrive pas. Le train s'éloigne et le marché se recompose comme un puzzle. Les étals reviennent, les poissons reprennent leur place, les téléphones se lèvent à nouveau. Ce n'est pas qu'un spectacle, c'est une tradition, une question de survie. Pas de quai moderne, pas de barrière, seulement une coordination brute et une confiance absolue. Ailleurs, les trains imposent leur espace. Ici, habitants et rails partagent le même souffle. Et aussi étrange que cela paraisse, ce n'est pas encore le cas le plus extrême de cette vidéo. Direction le nord, là où le sol ne brûle plus, il gèle. Les trains qui labourent la neige profonde. Dans les étendues glacées du Canada, de la Russie et du nord de l'Europe, le danger ne vient ni des foules, ni des falaises, mais du silence, de la neige et d'un froid capable de tordre l'acier. Ici, les trains sont des lignes de vie tendues au milieu d'un désert blanc. Quand les blizzards frappent, les rails disparaissent sous des congères plus hautes que des maisons. Des villes entières s'effacent sous la neige. Pourtant, les trains doivent continuer. Alors arrivent les monstres d'acier. D'immenses locomotives équipées de chasse-neige soudées à l'avant, fonçant comme des chars dans le chaos gelé. Elles ne glissent pas, elles explosent la neige. Des gerbes blanches jaillissent à 5 mètres de haut, balayent les quais, ensevelissent les panneaux, percutent parfois des voitures laissées trop près des voies. Pour les touristes, c'est spectaculaire. Pour les conducteurs, c'est une question de survie. Dans la cabine, la visibilité tombe presque à zéro. Les freins perdent leur adhérence. Chaque seconde exige une décision. Une erreur, et vous n'êtes pas simplement immobilisé, vous êtes isolé, à des kilomètres de toute aide, prisonnier sous la glace. En Sibérie, certaines villes ne sont reliées au monde que par ces trains. En rater un, c'est être coupé jusqu'au printemps. Les habitants aiment dire en plaisantant « Le train ne vous ramène pas chez vous, il vous donne juste une avance. » Et ça encore, ce n'était rien. Pour la suite, on va monter en altitude. Les trains qui traversent le nuage. Montons au-dessus des nuages, dans un air si rare que le train ne devrait pas exister. Pourtant, il avance, suspendu à flanc de montagne comme un fil tendu. Le train des nuages atteint plus de 4200 mètres d'altitude, plus haut que certaines trajectoires d'avion. Derrière les panoramas spectaculaires, le danger est réel. Le chantier débute en 1921 et dure 27 ans, non par lenteur, mais parce que chaque mètre est un combat. Terrain indomptable, solutions inédites.
Boucles en spirale, zigzags vertigineux, viaducs accrochés à la roche, 29 ponts, 21 tunnels, 2 spirales complètes. Puis vient l'altitude. L'oxygène se raréfie. Des passagers perdent connaissance. Des bouteilles d'oxygène d'urgence sont prévues à bord. Une rumeur persiste. Dans les années 1960, un wagon entier aurait été évacué après des malaises liés au mal des montagnes. Mais officiellement, rien n'a été confirmé. En 2005, des inondations détruisent une portion de la voie. Le train s'arrête presque 6 ans. Il faut renforcer, reconstruire, sécuriser. Même aujourd'hui, éboulements et orages soudains menacent la ligne. Mais plus au nord encore, un autre nom fait frissonner les Andes. Le nez du diable. La Nariz del Diablo, en Équateur. 12 km de rails seulement, et plus de 2000 vies perdues pour les construire. Aujourd'hui, on vous vend une balade panoramique en zigzag. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les eaux sous les rails. En 1899, l'Équateur veut relier le port de Guayaquil à la capitale, Quito. Entre les deux, les Andes. Et une paroi presque verticale chutant de 800 mètres, le nez du diable. Pour la gravir, les ingénieurs inventent un système en lacet. Le train avance, s'arrête, recule au bord du vide, puis repart dans l'autre sens, comme s'il défiait la gravité. Et ça fonctionne, de justesse. Le véritable obstacle, c'est la montagne, et tout ce qu'elle abrite. Les ouvriers, pour beaucoup pauvres, exploités ou trompés, venus notamment de Jamaïque et de Chine, sont envoyés dans une jungle dense. Jaguars, serpents venimeux, malaria, dysenterie. Les séismes effacent des semaines de travail. Les pluies torrentielles emportent des camps entiers dans le ravin. La montagne résiste. Quand la ligne ouvre enfin, plus de 2000 hommes sont morts. Certains parlent du double. Personne n'a vraiment compté. Tombes anonymes, ou pas de tombes du tout, engloutis par la jungle qu'ils tentaient de dompter. Aujourd'hui, les touristes retiennent leur souffle devant les lacets spectaculaires, prennent des photos, admirent le paysage. Mais sous l'acier repose un cimetière. La beauté est réelle, le sang aussi. Et ce n'est qu'un début. Car maintenant, on va devoir plonger, littéralement. Le pont ferroviaire Chennai-Rameswaram en Inde. À première vue, une traversée paisible au-dessus de l'eau. En réalité, l'une des lignes ferroviaires les plus dangereuses d'Asie. Le pont de Pamban s'étend sur un peu plus de 2 km entre Chennai et l'île de Rameswaram. Ici, le rail affronte cyclones, marées violentes et rafales soudaines. Dès que le vent dépasse 58 km/h, tout s'arrête immédiatement. Ce n'est pas de la prudence excessive, c'est du vécu. En 1964, le cyclone de Pamban frappe avec des vents dépassant 240 km/h. Le pont est arraché. Un train chargé de passagers disparaît en mer. Plus de 200 morts. Depuis, certains pêcheurs évoquent des lumières sur l'eau, des grondements dans la nuit après le dernier passage. Légende peut-être. Mais la mer, elle, n'oublie pas. Et le pont fonctionne toujours, par devoir. Des pèlerins l'empruntent pour atteindre une terre sacrée. Des équipes l'inspectent chaque jour. Et si vous pensez avoir vu l'extrême, attendez. Plus haut, plus long, plus improbable encore, des trains défient non seulement la nature, mais les limites même de l'ingénierie. Le pont suspendu de Chagiaotan. Ici, le combat ne se joue plus contre la nature, mais entre l'ambition humaine et les lois de la physique. Le pont suspendu de Chagiaotan ne se contente pas de franchir une vallée, il défie la gravité. Suspendu à 350 mètres au-dessus d'une gorge profonde, il s'étire sur plus de 2 km. Plus haut que la Tour Eiffel, et construit en un temps record. La vallée était trop instable pour les hélicoptères. Les premiers câbles ont été installés à l'aide de drones, dans des vents imprévisibles capables de tout faire basculer. Une rafale de trop, et câbles comme appareils disparaissaient dans le vide. Pourtant, l'opération réussit. Ensuite, plus de 30 caméras haute résolution sont fixées pour surveiller en permanence chaque torsion, chaque tension, chaque vibration de l'acier. Le chantier est bouclé en 2 ans et demi, en dessous du budget prévu. Un exploit qui secoue le monde de l'ingénierie. Mais ne bougez pas, car il y a bien pire encore. Le pont suspendu de Longjiang. Dans la province du Yunnan, le pont suspendu de Longjiang repousse encore les limites. Un record mondial pour une travée unique soutenue par une seule tour principale. Une tour de 233 mètres portant 154 câbles tendus au-dessus du vide comme une toile d'araignée d'acier. Même en pleine pandémie, le chantier ne s'arrête pas. Excavatrices robotisées, tunneliers géants, suivis assistés par intelligence artificielle.
Des années de travaux compressés en quelques mois décisifs. Les ancrages sont forés à plus de 100 mètres dans la roche. Aucune marge d'erreur. Une défaillance et c'est l'effondrement. À la clé, une transformation radicale. Ce pont devient une artère stratégique d'un réseau routier de 9000 km reliant le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Un détour de 90 minutes réduit à 2 minutes. Le commerce explose. Le tourisme suit. Des villages isolés dans la brume s'ouvrent au monde. Le pont de Pingtang. Ce pont ne parle pas seulement de hauteur, il parle d'héritage. La tour du Pingtang Bridge s'inspire des motifs traditionnels Hmong. L'acier épouse la culture. Plus de 211 millions de dollars pour une structure capable d'encaisser chaleur extrême, corrosion et séisme. Et il a une mission. C'est l'unique accès rapide au radiotélescope FAST, le plus grand au monde. Sans lui, les scientifiques perdent un temps précieux. Chaque minute gagnée accélère la recherche sur les galaxies, l'espace, peut-être la vie ailleurs. Ce pont ne relie pas seulement deux rives, il rapproche l'humanité de l'univers. Le pont d'Aizai. Suspendu dans le nuage du canyon de Dehang, il flotte à 336 mètres au-dessus du vide. Vous ne traversez pas, vous planez. Des câbles de 85 cm d'épaisseur, jusqu'à 8 tonnes chacun, tendus entre des sommets vertigineux. Pour les habitants, 4 heures de route deviennent moins d'1 heure. Les villages s'ouvrent, le tourisme arrive, l'économie change. Et si un pont ne se contentait pas de défier les falaises, mais disparaissait sous l'océan? Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Le Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge s'étend sur 55 km à travers le delta de la rivière des Perles, le plus long franchissement maritime au monde. Mais sa vraie prouesse est invisible. L'espace aérien de l'aéroport de Hong Kong interdit toute hauteur au-delà de 150 mètres. Les voies maritimes laissent passer des navires de plus de 300 000 tonnes. Le soulever était impossible, alors les ingénieurs ont décidé de plonger. Oui, plonger. Un tunnel immergé de 6,7 km, enfoui à près de 50 mètres sous le fond marin, conçu pour résister aux typhons, aux marées, aux séismes et aux vibrations constantes. Le sol, instable, menaçait chaque étape. Ils n'ont pas contourné l'obstacle, ils sont passés dessous. Des fuites étaient inévitables. Un échec aurait été fatal. Les devis des experts internationaux auraient doublé le budget. Alors, ils ont refusé d'acheter une solution. Ils l'ont inventée. Lin Ming, ingénieur en chef, enchaîne les nuits blanches. Son équipe teste, échoue, recommence. Aucun manuel, aucun plan B. Il développe la première technologie chinoise de tunnel immergé à cette échelle. Quand le premier tube, 80 000 tonnes d'acier et de béton, est immergé, l'équipe reste sur place 96 heures d'affilée. Pas d'hôtel, pas de pause. Juste des échafaudages, des tentes et la pression. Plus de 500 brevets naissent de ce chantier. Nouveaux matériaux capables d'absorber les ondes sismiques, de résister à la corrosion saline, d'empêcher les infiltrations sous haute pression. Même la ventilation est conçue de zéro, pour propulser de l'air frais sur 6,7 km dans les deux sens, sans faille. Une sortie de secours existe. Encore faut-il ne pas la manquer. Et ce n'est pas tout. Le pont repose aussi sur 2 îles artificielles ancrant les extrémités du tunnel. Elles ne flottent pas. Elles sont plantées dans le fond marin à l'aide de 120 cylindres d'acier, hauts comme des gratte-ciel, remplis de sable et de gravier, enfoncés comme des lances géantes. L'ampleur est colossale. La précision, chirurgicale. 9 ans de travaux. En 2018, l'ouverture. 4 heures de ferry deviennent 45 minutes de route. Ce n'est pas un pont, c'est un bond dans le temps. Son entretien coûte plus de 30 millions de dollars par an. Il paie, parce que le laisser faillir bloquerait un axe vital du commerce, du tourisme et de la technologie. Mais le vrai vertige commence ailleurs. Les voies de la terreur. Vous pensez avoir tout vu. Des tunnels sous la mer, des trains à bout d'oxygène au-dessus des nuages, des marchés qui s'effacent devant des locomotives. Il existe une autre catégorie, les voies oubliées, les rails qui tuent en silence. Certaines maudites par la nature, d'autres par l'histoire. Direction le nord glacé, la White Pass and Yukon Route tranche les montagnes entre l'Alaska et le Yukon comme une cicatrice. Née pendant la ruée vers l'or du Klondike dans les années 1890, ce n'est pas l'or qui l'a rendu célèbre, mais le nombre de morts. Voie étroite, 900 mètres de dénivelé gagnés en à peine 32 km. Pas de tunnel, des virages serrés, des ponts en bois, des ravins gelés à perte de vue.
Des milliers d'hommes affamés de fortune travaillent là, parfois sans manteau, parfois sans bottes. Avalanche soudaine, dynamite mal maîtrisée, rochers projetés comme des balles, certains écrasés, d'autres engloutis par la montagne. L'hiver, si vous regardez attentivement, vous apercevrez peut-être des bottes figées dans la glace, des pioches prisonnières du givre, des outils sans propriétaire. La double voie. Changeons d'hémisphère. La Nouvelle-Zélande, calme, verte, paisible. Pourtant, sur la ligne Gisborne à Napier, le danger ne vient ni des falaises ni des tempêtes. À l'aéroport de Gisborne, en Nouvelle-Zélande, les rails traversent directement la piste. Aucun pont, aucun tunnel, juste du métal posé sur le tarmac. Un train en mouvement bloque un avion au décollage. Un appareil en approche arrête une locomotive. Tout repose sur un signal radio et un timing parfait. Une erreur, un retard, un message manqué, et la catastrophe se joue en secondes. La Norvège et ses fjords. La Flum Railway ne mesure que 20 km, mais elle dévale 867 mètres depuis la gare de montagne de Myrdal jusqu'au niveau de la mer. Pente de 18 degrés. Pour un train, c'est presque vertical. Aucun système à crémaillère, seulement des freins. 5 systèmes différents, dont des plaques magnétiques plaquées au rail. Dans les premières années, cela ne suffisait pas toujours. Des trains ont dévalé la pente et percuté la gare de Flam à pleine vitesse. Les ingénieurs l'appelaient « l'ascenseur du ciel ». Les habitants évoquent la Huldra, esprit des forêts censé attirer les hommes hors des rails. Certains déposent encore des fleurs près des tunnels avant la descente. Vers le sud, le Sri Lanka. La ligne Kandy à Ella est souvent décrite comme la plus belle du monde. Plantations de thé, forêts embrumées, ponts suspendus dans les nuages. Mais sous la carte postale, une autre réalité. Ces voies ont été posées à l'époque coloniale par une main-d'œuvre locale sous-payée, parfois forcée. Et chaque saison de mousson, les collines bougent. L'aiguissement de terrain frappe sans prévenir. Les rails disparaissent sous la boue. En 2004, sur la côte sri-lankaise, la beauté bascule dans l'horreur. Le tsunami du 26 décembre surgit de l'océan Indien et percute un train surnommé Queen of the Sea. Plus de 1700 morts. Aucun système d'alerte. Aucune chance. Des vagues engloutissent l'acier. Des wagons deviennent des tombeaux. Des survivants racontent avoir vu des habitants courir le long des voies, hurler, supplier le train de s'arrêter. Trop tard. Le Pakistan et ses voies. La ligne du col de Bolan traverse les reliefs hostiles du Baloutchistan. Héritage de l'époque coloniale britannique, elle serpente entre montagnes arides et vallées de pierre où crues soudaines et sabotage tuent sans distinction. Des gardes armés accompagnent parfois les équipes. En 2006, une bombe explose sur la voie. Des dizaines de morts. Et pourtant, la ligne continue. Parce que pour les villages isolés, ce train est le seul accès à un médecin, un enseignant, un sac de riz. Ici, la température dépasse 50 degrés Celsius. Le vent arrache la peinture. Les rails sont reconstruits chaque année, rongés par l'érosion. Près du tunnel de Kojak, des légendes parlent d'ouvriers afghans ensevelis vivants au XIXe siècle. Certains ingénieurs jurent entendre des coups frapper les parois. Alors, quel est le point commun entre toutes ces routes? Elles ne sont pas nées pour impressionner, elles ont été construites pour survivre. Elles relient des vies, pas des destinations touristiques. Et le prix payé pour les ancrer dans la terre résonne encore. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.